C'est un grand plaisir d'être avec vous, Rick, avec un panel aussi distingué. Alors, le sujet que vous avez soulevé est vraiment opportun, car nous sommes vraiment au cœur de ce processus de renégociation. Et j'aimerais parler de 2 ou 3 points. NAFTA, je vais parler de NAFTA, du mur également, la situation, ses implications. Et troisièmement, je vais parler de ce qui se passe entre-temps et de ce qu'il faudrait faire. Donc ce sont les lignes directrices. Alors, je vais commencer avec les 2 initiatives, la renégociation de NAFTA et la construction du mur également, qui ont créé vraiment des sentiments très distincts au Mexique. Le premier, c'est un sentiment d'incertitude. Hier, on discutait de la question d'incertitude et de protectionnisme dans les différents panels, mais nous ne savons pas, lorsqu'on ne sait pas ce qui va se passer et quand ça va se passer, ça crée un certain niveau d'incertitude, ce qui est un handicap au niveau du commerce, parce qu'on ne sait pas si on doit investir, si on ne doit pas investir, et cela, bien sûr, comporte un coût. Et le deuxième, c'est la façon dont ont été présentés cet acte sur le commerce et le mur qui a créé vraiment un sentiment un ressentiment négatif. Parce qu'on a été accusé d'être les problèmes de l'immigration, les problèmes de trafic de drogue, etc. Donc ce n'est pas vraiment une discussion qui peut mener à déboucher sur une bonne relation. Alors je vais vous dire où nous en sommes par rapport à ces sujets. Tout d'abord, dans le cas de la NAFTA, je ne vais pas expliquer, le fait que vraiment, ça a été vraiment très réussi au niveau de tous les pays. Donc le commerce des États-Unis avec le monde, eh bien, 40% de ce commerce est avec le Canada et le Mexique. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cela va au-delà du commerce. Cela s'applique en fait aux opérations. Et cette partie de l'accord commercial est moins visible, mais aussi important. Il plante le décor en fait pour amener un certain degré de crédibilité à ce processus, ce qui est important dans le cadre de la NAFTA. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons un grand avantage qui se présente à nous, mais nous faisons également face à une menace. Alors, l'opportunité, c'est que tout document qui est en opération depuis 20 ans, qui date depuis 25 ans, doit être amélioré, étant donné la situation changeante de par le monde. Mais il y a des choses très intéressantes telles que le renforcement des mécanismes de résolution des conflits, tels que le commerce électronique, tels que les transformations énergétiques, comme ça fut le cas au Mexique. Et il y a beaucoup d'autres éléments également que l'on pourrait améliorer et rendre plus efficaces, rendre plus applicables et ainsi, bien sûr, beaucoup plus crédibles. Donc aujourd'hui, il y a plus de 700 personnes très talentueuses qui travaillent 24 heures sur 24 pour réaliser ce que je viens de dire. Ces 3 équipes du Canada, des États-Unis et du Mexique sont des personnes qui se connaissent depuis plus de 30 ans, qui connaissent le sujet parfaitement et qui savent exactement ce qui devrait être fait. Ça, c'est le côté de l'opportunité. Alors, le côté difficile de l'opportunité, c'est toute une série d'initiatives qui ont été présentées durant le dernier tour de négociation qui va à l'encontre du sens de compétitivité entre les 3 pays, non seulement le Mexique, mais également les États-Unis et le Canada. Par exemple, essayer de gérer un déficit. Ce n'est pas quelque chose de faisable et ça ne devrait pas être une mesure de succès ou de réussite. Aussi, ne pas prendre en compte donc le mécanisme de résolution des conflits qui pourrait apporter davantage de crédibilité. Aussi, lier l'industrie agricole des 3 pays qui a connu beaucoup de réussite.
Il y a des cycles qui ne sont pas forcément liés directement au temps, mais il y a également les clauses du crépuscule que l'on doit prendre en compte. Donc ça, c'est le côté négatif, mais les équipes sur lesquelles les équipes sont en train de travailler. À propos du mur, maintenant. C'est la façon dont ça a été présenté qui ne convient pas. Il est clair que les États-Unis et le Mexique ont intérêt d'avoir une frontière bien gérée, bien administrée. Les États-Unis, du côté de l'agence de renforcement, enfin de lutte contre le narcotrafic, mais alors que le problème est surtout basé en Afrique centrale. Mais il faut contrôler, bien sûr, les frontières, et je pense qu'il n'y a aucune constatation par rapport à cela. Mais du côté mexicain, nous sommes aussi très intéressés par une bonne gestion des frontières. Il y a des milliers de personnes qui vendent des armes sophistiquées aux trafiquants de drogue mexicains, et ce, juste à la frontière. Et ils sont payés par l'argent de la drogue, parfois à hauteur de plus de 50 millions de dollars. Et ce qui rend en fait la lutte contre le narcotrafic très difficile. Nous avons perdu plus de 100 000 policiers qui étaient impliqués dans cette bataille au cours des dernières années. Et il y a aussi de nouvelles voies et moyens de contrôler les frontières. Il y a les drones, il y a différentes technologies que l'on pourrait utiliser. Donc, tout est faisable, tout est une menace, mais quelle est la situation à l'heure actuelle? Eh bien, c'est assez intéressant car le Canada et le Mexique, je parle pour le Mexique, nous sommes en train de développer notre plan B, et ce prudemment. Si les États-Unis décident de quitter NAFTA, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous nous préparons à cela. Et nous allons le faire par le biais de la promotion de nos accords commerciaux. D'ici la fin de l'année, nous allons avoir un accord avec l'Europe, un accord de pointe avec l'Europe. On est en train de raviver l'accord transpacifique sans les États-Unis. Ça semblait impossible, et on a amélioré également l'Alliance Pacifique. En outre, nous cherchons également des sources pour certains produits de par le monde, des personnes, enfin des entreprises qui aimeraient collaborer avec nous. Ça, c'est le plan B. Ce n'est pas le plan que l'on souhaite, mais c'est ce qu'il nous faut planifier. Alors voilà ce que l'on fait de notre côté, mais du côté des États-Unis, comme vous avez pu le voir, la réaction de mes collègues et du secteur privé au niveau des différentes associations au cours des dernières semaine s'est fait sentir très fortement. Le lobbying est très fort également, et nous avons également défini une ligne claire par rapport à ce qui affecte la compétitivité du Canada et du Mexique. Et je pense qu'avec cela, nous serons en mesure de surmonter la situation actuelle. Le Canada vient de finaliser vraiment un accord de pointe avec l'Union européenne. C'est vraiment l'accord commercial le plus moderne jusqu'à présent, qui comprend toutes les choses que l'on voudrait voir dans notre pays. Donc, il y a cette possibilité. Et je pense qu'il me reste une minute. Ça, je pense que vous avez déjà dépassé, en fait, d'une minute. Je suis désolé, j'étais tellement emporté par le sujet. Bon, donc, il est important également de voir la réaction du secteur privé. Si on voit
le mouvement anti-dumping sur Bombardier et Bombardier, donc a fusionné, a créé un partenariat avec Airbus pour éviter cela. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, dans le futur, eh bien, nous devons continuer à essayer d'obtenir le meilleur accord que possible, et nous le ferons en bonne foi. Nous devons également définir clairement notre plan B pour qu'il soit aussi efficace que possible. Je pense personnellement que nous allons réaliser ce que je suis en train de dire, que nous allons avoir vraiment un accord de pointe. Et aussi, nous allons voir comment est-ce que cela va se passer.